Coucou guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis hyper content de vous retrouver, même si je n'ai pas trouvé grand chose entre temps, pour cette nouvelle vidéo qui va parler du coming out, mais précisément de mon coming out. Comment ça s'est passé, tout le processus et toutes les réflexions qui m'ont amené, bref, on m'a emmené là-bas. Les réflexions que j'ai pu avoir par rapport à ma sexualité, comment j'ai été amené, je vais jamais me faire à ce mot, ça va être très très long comme vidéo. Comment j'ai été amené à faire mon coming out, comment je l'ai fait, comment ça s'est passé, et aussi les petits conseils que j'aurais à donner aux personnes qui ont connu ces périodes, enfin les périodes que je vais vous présenter là, les personnes qui sont en plein dedans ou les personnes qui se posent plein de questions par rapport à leur coming out. Le comment, le pourquoi, voilà, les petits conseils de grand frère parce que j'aime bien vous protéger, vous êtes mes petits poussins quoi. Par rapport à la vidéo, je vais vous demander une très très grande bienveillance par rapport à tous les éléments que je vais apporter. Par rapport à tout ça, de l'eau a coulé sous les ponts, des discussions ont été faites, des échanges ont été établis. Aujourd'hui, tout va très bien. Les choses ont été dites et tout s'est apaisé. Je n'ai aucune rancœur et aucune colère, aucune haine par rapport à tout ce qui s'est passé parce qu'il y a une prise de recul et comme je vous dis, les discussions ont eu lieu. Donc je vais vous demander pareil, pas de violence, pas de haine, pas de colère. De toute façon, on est en 2023, la paix dans le cœur de tous. On peut commencer. J'ai fait mon coming out très très récemment, je l'ai fait en 2020, donc il y a un petit peu moins de 3 ans. Ça a été une période assez particulière et assez difficile, je vais pas vous mentir, aussi bien à cause de mon entourage, je vais le dire comme ça et je vais y revenir après dessus, et aussi à cause de tout le chamboulement que ça a créé chez moi. Toutes les attentes émotionnelles et toutes les difficultés que ça m'a apporté en fait finalement, parce que je vais débattre de tout ça après. Pour bien comprendre toute l'histoire, il est important que je vous pose le contexte de ma vie. Enchanté. Moi, c'est Dany. Non, je déconne. Je suis un Réunionnais, donc je suis né à La Réunion en 1997 pour les non-belges. Je ne suis pas belge, mais j'aime bien dire 97. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu 19 ans de ma vie là-bas. Ouais. Et je suis arrivé en France métropolitaine en 2017. Donc, il y a bientôt 6 ans de ça. Et en disant ça, je me rends compte que ça fait quand même un petit moment. En même temps, il passe vite. Donc, je suis arrivé ici en août 2017. Et ce qui est bien dans cette histoire-là, c'est que vous allez pouvoir comprendre un peu la nuance entre ma vie à l'île de la Réunion et ma vie en France métropolitaine, finalement, qui sont quand même fortement différentes. Et qui m'a permis aussi d'arriver à ce moment où je me dis « Faut que j'assume qui je suis, t'as capté ?» Donc, comme je vous ai dit, j'ai grandi à l'île de la Réunion. À l'époque, encore aujourd'hui sur certains points, c'est une île qui est très religieuse, très traditionnelle, qui a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire là depuis quelques années, qui reste encore difficile et beaucoup de chemin reste encore à faire, mais voilà, on est sur une phase de progression, on va dire ça comme ça. Pendant toute mon enfance, j'ai toujours su que je n'aimais pas que les filles en tout cas, mais je ne savais pas comment expérimenter l'autre. J'aime les filles, mais tu vois. Et pendant toute mon enfance, j'ai pu entendre autour de moi des discours un peu, je vais pas dire haineux, mais de dire que être gay c'est pas bien, être un homme avec un homme ça se fait pas, vous allez aller en enfer et tutti quanti. Donc déjà, tu te poses plein de questions sur toi et t'entends ce genre de discours, ça te met un froid direct. Pendant toute ma scolarité, j'ai été victime d'harcèlement scolaire déjà de par mon physique, parce que j'étais bien en surpoids. Plus tu es en surpoids, plus tu as la peau foncée. Donc j'avais toutes sortes de noms farfelus et dégueulasses qui m'ont bien touché en tout cas. La confiance en moi, ça m'a bien achevé.
Et étant plus petit, j'ai toujours eu cette part de féminité qui est toujours présente, beaucoup moins aujourd'hui, de par la gestuelle et le côté féminin, mais je l'ai eu pendant très très longtemps de ma vie. Et j'ai été victime d'harcèlement pour ça. Alors déjà, tu te poses des questions sur ta sexualité, t'entends que tes discours haineux, ensuite sur ton physique, sur ta façon d'être. Donc à un moment donné, tu dis quand est-ce que j'ai le droit de vivre dans tout ça, tu vois. Et finalement, pendant ces 19 ans de ma vie, je ne me suis pas permis et autorisé de ressentir ce que je ressentais parce qu'on m'a toujours appris que ce n'était pas acceptable, que ça ne devait pas se faire et qu'on ne devait pas percevoir chez toi une once de féminité parce que tu es un homme et un homme ça doit être comme ci et la vie doit être comme ci, doit être comme ça. Bien morflé le grand. Je ne me suis pas autorisé à ressentir certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je ne ressentais rien. Je ressentais des choses pour les filles, ça n'a pas eu de souci. Hein. Je ressentais des choses, on essayait, ça marchait tant mieux, ça marchait pas, tant pis. Mais ressentir des choses, expérimenter des choses avec concrètement des garçons, je ne l'ai jamais fait. Puisque déjà, de par ce qu'on m'a inculqué comme connaissance et aussi par peur du qu'en dira-t-on. On est sur une île c'est petit, tout le monde se connaît. Tu fais quelque chose, la grand-tante de ton arrière-grand-mère qui habite de l'autre côté de l'île va le savoir. Et tout finit par se savoir. Donc, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, ne rien faire. Et qu'on se le dise, hein, j'ai été malheureux quand même de ne pas avoir cette ouverture-là. Mais voilà, j'ai préféré le faire pour le côté tranquille, pour le côté on ne m'embête pas, je ne saoule personne, je n'inquiète personne. Donc on avait la vision des gens, on avait l'éducation, on avait la religion, il y avait plein de choses qui faisaient que je ne pouvais pas et je ne devais pas assumer cette part queer qui est la mienne. Il en était hors de question. Et vient le moment, en 2017, où je décide enfin de quitter l'île de la Réunion pour venir étudier et vivre ma vie en France métropolitaine. Ça change du tout au tout. J'arrive en France métropolitaine donc en 2017. Je suis dans une colocation où il y a 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, il y avait une femme qui s'appelle Laurine, je veux dire son prénom et je t'embrasse très fort d'ailleurs, qui a été quand même un sacré coup de pied au cul pour moi. Pour la petite histoire, Laurine elle est italienne et elle a des amis qui sont homosexuels et tout. Voilà, donc elle, l'ouverture d'esprit, elle est au max de la maxence, pompelope. En arrivant à la colocation, un peu de temps après, elle me regarde, elle me dit « Toi, faut que tu assumes quitter. Je sens que tu te retiens, je sens que tu te renfermes, je sens que tu t'empêches de vivre certaines choses. Vis pour toi et autorise-toi à être qui tu es. Et tu verras, tu seras beaucoup plus heureux après. » Et ça a été quand même comme une claque en pleine tête parce que je me suis dit « Voilà. » C'est bizarre, mais je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre ça, mais quand je l'ai entendu, je me suis dit « Mais c'est ça que j'ai toujours voulu entendre. C'est cette parole bienveillante que j'ai toujours voulu entendre par rapport à qui j'étais. » Et ça a été très difficile parce que quand je suis arrivé en France métropolitaine, en tout cas, quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Et de rencontrer Laurine comme ça, que je ne connais que depuis 72 heures bientôt, et qui me dit ce genre de choses, je me dis « Waouh, c'est dingue. » Je peux ou pas finalement, parce que on m'a toujours dit que, et toi tu me dis que, qu'est-ce que je fais? Et ça a été hyper compliqué. J'ai gardé quand même ça en tête, mais passer le pas, je ne l'ai jamais fait quand même. Je ne l'ai jamais fait parce que par crainte, c'était quelque chose de nouveau et j'ai le droit, par où est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux m'autoriser à ressentir ça ou ça? Et ça a été quand même difficile, l'accumulation, l'intégration de cette information puisque tu dois déconstruire tout ce qu'on t'a appris pour finalement te dire que bah ouais, on t'a appris ça, mais tu peux aussi vivre ta vie comme ça. Et moi, je vais t'apprendre une nouvelle chose, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de voir qui tu es, de te permettre d'être qui tu es. Et ça a été un chamboulement parce que je me suis dit, oula, c'est dur. Je me suis inscrit pour la première fois en 2018, fin 2018 sur les sites de rencontres pour rencontrer des filles d'ailleurs. Dans les débuts, c'était pour faire ça. Et finalement, j'en trouvais certaines très belles et très gentilles et j'adorais parler avec certaines d'entre elles. Et puis de temps en temps, je m'autorisais à changer dans les réglages, je recherchais un homme et puis j'allais voir de l'autre côté de la barrière, histoire de voir si l'herbe était plus verte ailleurs.
succès de ouf. Puisque quoi, je sais pas, mais j'avais cette impression d'être aussi intéressé, voire même plus intéressé, de regarder et de chercher un homme qu'une fille. Et j'avais de très belles discussions avec des hommes hyper sympathiques, hyper gentils, qui aujourd'hui, je ne les qualifierais pas d'hyper sympathiques, hyper gentils, bande des bâtards. Et voilà, des belles discussions et qui m'ont dit, ouais, mais effectivement, ça me plaît. Mais ça a toujours été complexe et ça c'est quelque chose que... C'est une des réflexions que j'ai toujours eues pendant très très longtemps de ma vie et aujourd'hui je me rends compte que c'était une grosse connerie. Pendant très longtemps, je me suis dit, bon, je ressens des choses pour des garçons, mais un jour, je vais me transformer et quand je vais embrasser ma première fille, ça va tout changer, j'aurai plus d'assurance pour les garçons. Mais non, en fait, pour moi, embrasser une fille, ça allait avoir un pouvoir de guérison, un peu, histoire de dire, je vais embrasser une fille, ça va changer qui je suis et je vais être normal. Parce qu'on m'a toujours fait comprendre que ressentir quelque chose pour un garçon, c'était pas normal et ça ne devait pas se faire. Et donc, je me suis un peu construit autour de cette idée où le jour où tu embrasseras une fille, tout sera normal. Ça n'a jamais été le cas. J'ai embrassé des filles et ça n'a rien changé par rapport à qui j'étais. Et aussi, une des réflexions que j'ai toujours eues, c'est je pense que je ressens ce que je ressens. Je pense que je ressens ces choses-là pour les hommes parce que c'est quelque chose qu'on m'a toujours répété, que j'étais gay, que j'étais un PD, que finalement, voilà. Finalement, comme on l'a toujours respecté, et ben, on me l'a toujours, finalement, comme on l'a toujours répété, et ben, c'est peut-être vrai, peut-être que je suis un PD, puis voilà. Mais comme je vais embrasser ma première fille et que les gens verront que je suis avec une fille, ça va me guérir. Mais stop. Et finalement, je me suis dit, mais c'était d'une violence, tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu intégrer comme information et tout ce qu'on a pu me dire, c'était d'une telle violence et d'une telle injustice. Émotionnellement, j'étais détraqué. Au niveau de la confiance en moi, mais zéro. Au niveau de l'acceptation de qui je suis, tout ça, zéro. Je me suis, mais... Je réfléchissais, je me suis dit, mais... Je me suis fait démolir. Juste par des mots. Démolir. C'était un truc de fou. Et t'as les premiers gestes d'affection d'un garçon. T'as le premier baiser qu'un garçon. T'as plein de choses. Et je me dis, voilà. Mais c'est ça. Je répète, hein, c'est un tarbat, je lui parle plus, mais voilà, c'est ça. Et après cette expérience-là, je me suis dit, bon, mon coco, t'aimes les filles. T'aimes les garçons. Mais donc, tu es quoi? Et pendant toute cette reconstruction sentimentale, émotionnelle et affective, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, bon, tu n'es pas gay parce que, bon, t'aimes les filles et t'aimes aussi les garçons. Tu n'es pas hétéro, ça, il faut oublier ça depuis longtemps. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être bisexuel, alors je sais pas. Et ce qui a été le plus difficile pendant tout ce cheminement-là, c'est de savoir ce que j'étais. C'était de mettre... alors, c'est pas bien de mettre les gens dans des cases, mais c'était surtout pour moi, un peu comme une construction identitaire, de savoir ce que j'étais et à quel groupe j'appartenais. Et ça a été magique parce que de voir qu'on a cette ouverture d'esprit ici en France métropolitaine où la communauté queer ne se cache plus comme ça a pu être le cas avant, que les gens s'acceptent, que les gens sont acceptés. Il y a encore du chemin à faire, je suis d'accord sur ce point-là, mais de voir que voilà, on a une ouverture d'esprit qui nous permet d'être soi-même, c'était incroyable. Et de découvrir le mot queer et toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel, waouh! C'est un truc incroyable. Et je me suis dit, bon, tu verras ça plus tard, voilà. Et pendant cette période-là de ma vie, donc de 2019 à 2020, je faisais tout ce travail de recherche-là déjà pour moi, parce que j'avais un besoin de réponse, j'avais un besoin identitaire, j'avais un besoin d'être en paix avec moi-même et ce besoin de me dire « Ah ouais, je suis ça, ouais, je suis ça, c'est bon, je sais ce que je suis. » Et j'avais besoin de le savoir, mais vraiment pour moi. Et donc j'ai été avec un garçon, j'ai été avec une fille après, je me suis pris d'affection pour une personne en pleine transition, donc qui était une femme avant et qui devenait un homme, et je suis tombé red dingue
de sa force de caractère et de son combat et de ses convictions. Et je me suis dit, putain, c'est beau. C'est incroyable comment c'est beau. Et je me suis posé plein de questions. Je me dis, je ressens ça, c'est bizarre. Je connais pas, moi, ça. Après des semaines et des mois de recherche et de questionnement sur ma personne, je finis par découvrir dans tout le prisme de la communauté queer et la communauté LGBTQIAPPWYZ+, il y avait la lettre P qui correspondait à la pansexualité. Et ça m'a chamboulé, puisque la pansexualité, c'est le fait de ne pas être attiré par un sexe et par un genre, mais être attiré par les personnes. Tu n'aimes pas un homme, tu n'aimes pas une femme, tu aimes une personne. En gros, tu es attiré par la personnalité des gens. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est ça. Et j'étais hyper chamboulé parce que je me suis dit, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à une communauté de personnes comme moi qui ont mené quasiment le même combat que moi et qui ne sont pas seuls. Et je me suis senti un peu, encore une fois, comme quelqu'un qui venait me prendre et me faire un gros câlin qui me disait, voilà, tu fais partie des nôtres, tu as de la valeur et c'est bien, je suis content pour toi. Et j'étais hyper content pour moi, je me suis dit, oui, victoire, je sais qui je suis et c'était extraordinaire. Et après ça, je me suis dit, bon, t'as trouvé, maintenant il faut faire le coming out maintenant. Et ça, c'était autre chose. J'ai eu différentes périodes pendant mon coming out. Ça s'est fait un petit peu en séquentiel. La période où j'ai fait mon coming out, c'est la période où je me suis mis en couple avec lui. Hey baby boy, hi baby. Donc j'étais en couple avec mon chéri et je suis toujours, c'est pas j'étais en couple, c'est le début de notre relation. Parce que les gens vont ouais, il est plus en couple avec lui. Oh, si, c'est pour ça qu'il est accroché au mur là-bas. J'ai eu, comme je le disais au début, avant d'être dispersé, plusieurs séquences à mon coming out. Avec mes meilleurs potes, filles en tout cas, j'ai pas eu de coming out à faire parce que finalement, en réfléchissant, je me suis dit, quand je commençais à fréquenter les garçons, je leur en ai directement parlé. Je me sentais suffisamment en confiance et suffisamment à l'écoute et à l'aise et aimé que je me suis dit, j'ai pas à le leur cacher. De toute façon, j'arriverai pas, j'ai besoin de le dire à quelqu'un. Je leur ai toujours dit à elles et elles ont toujours très bien pris, très bien accueilli et très bien pris soin de moi pendant cette période-là. Par rapport à la famille, pour rappel, je suis arrivé en France métropolitaine en 2017, toute ma famille est à l'île de la Réunion. J'étais en couple avec mon copain. Voilà. Je me souviens très bien de la période où je l'ai fait. C'était pendant les vacances grandes vacances d'été de 2020 et où j'ai appelé ma mère. Alors, il faut savoir que ma mère, on s'appelle tous les week-ends. Tous les week-ends depuis que je suis en France métropolitaine, on s'appelle. Et là, quand je me suis dit, faut que je le lui dise, faut que je l'appelle. Quand je me suis dit ça, pendant un mois, voire même plus, on ne s'est pas appelé. Parce que je pense que j'avais peur et je redoutais ce moment-là. Et une de mes meilleures potes m'avait dit, tu vas le dire à ta mère, tu verras, ça se passera très bien, t'inquiète pas, et tu verras, ça se passera très bien. Mais en fait, j'avais peur de le faire, parce que c'est quand même un chamboulement, c'est beaucoup d'un coup comme ça. Bref, après 3 bonnes semaines, un mois sans l'appeler, je l'appelle un après-midi. On était à la maison avec mon chéri et lui, il était dans le salon, il faisait sa vie, quoi. Et j'appelle ma mère, elle me dit ça va? Et je dis oui, ça va. Elle me dit ouais, bon, alors qu'est-ce que tu deviens? À ce moment-là, je me suis dit bon, advienne que pourra, il faut qu'on parle. Donc je sais plus comment j'ai commencé mon propos en lui disant que voilà, depuis que si je m'en souviens, je dis que voilà, depuis que je suis ici, j'expérimente différentes choses. Je fais plein de rencontres et j'essaye, je fais plein d'expériences. Elle me dit j'espère que tu bois pas d'alcool, parce que oui, je bois pas d'alcool. Elle me dit j'espère que tu bois pas d'alcool. Je dis maman, mais c'est pas ça. Du coup, je lui dis voilà, j'expérimente différentes choses, j'ai fait plein d'expériences et
Aujourd'hui, j'aime les filles, mais j'aime aussi les garçons. Et j'aime les gens, en fait. Et ça s'appelle être pansexuel. Et puis elle me regarde à la caméra et puis elle sourit. Et je dis, voilà, j'ai fini par savoir ce que j'étais et je suis content et j'en suis fier. Et voilà, il fallait que je te le dise. Et puis elle me regarde, elle sourit, elle me dit, mais je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su et je suis très content pour toi que tu puisses enfin savoir qui tu es et assumer qui tu es. Je me suis toujours voilé la face, mais voilà, je suis content que tu t'assumes et c'est très bien que tu le fasses. Et du coup, je lui dis voilà, j'ai un copain, ça fait quelques mois qu'on est ensemble et tout ça. Elle me dit bon, oui, je suis content que tu aies fait ton coming out, mais voilà, donne-moi un peu de temps quand même pour intégrer l'information. Et puis, t'inquiète pas, je l'appellerai de toute façon ton copain, mais voilà. Et moi, rassuré comme never, mais trop content et hyper happy et tout ce que tu veux. Mais je revivais, j'avais l'impression que je pouvais enfin ouvrir mes ailes et voler. Tu vois, comme un oiseau où tu attaches ses ailes et il peut rien faire. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a enfin coupé le fil de mes ailes et que je pouvais enfin être moi-même. Et j'étais l'homme le plus heureux, mais j'étais léger. Ah, j'étais léger, hein? Putain! Ah, j'étais hyper content. Mais best jour de toute ma vie. Incroyable. Et je sais plus si c'est le jour même ou quelques jours après où j'ai publié une photo avec mon copain, une photo sur Instagram où j'avais écrit c'est comme ça et plus jamais autrement. Histoire de dire que c'est bon, maintenant j'assume qui je suis et c'est tout en fait. Je mets cette photo-là sur les réseaux sociaux. J'ai ma marraine qui m'appelle le soir même, il devait être 23h minuit à l'île de la Réunion. Ma marraine qui m'appelle en pleurs, elle me dit enfin tu l'assumes, enfin t'assumes qui t'es. Je suis hyper content pour toi, je suis fier de toi, je l'ai toujours su. Mais je me suis dit que c'était pas à moi de te le dire ou de te poser des questions, c'était un cheminement que tu devais faire toi-même. Je me souviens de ces paroles comme c'était hier qu'elle me l'a dit. C'était une réflexion et un chemin que tu devais faire toi-même et je suis hyper content que tu l'aies fait, que tu t'assumes enfin et j'espère que tu seras heureux. Mon cousin qui prend le téléphone et me dit putain, je suis content, je suis fier de toi, t'as fait ton comeback. Et je dis non, c'est pas comeback, c'est coming out. On dit. Il m'a dit oui, on s'en fout, t'as compris, je suis hyper content et tout ça. Et j'ai reçu une espèce de vague d'amour. C'était incroyable. Et je pensais pas que ma famille allait réagir comme ça. Et ça a été c'était chamboulant. C'était un chamboulement pour moi parce que je m'y attendais vraiment pas et de voir la validation de ma marraine, la validation de ma tante, la validation de mes cousins, de mes cousines et tout ça. Où la photo j'ai publiée, j'ai eu plein de messages de félicitations et de bonheur et tout ça, des appels et j'étais hyper heureux et c'est un truc de dingue, c'était incroyable. Et j'y pense, je suis tout content. Et quelques jours après avoir publié la photo, je crois que c'est deux ou 3 jours après, je reçois un message de ma mère qui me dit est-ce que tu peux supprimer la photo avec ton copain, ça me soulagerait. Et j'ai pas compris à ce moment-là. Ça m'a quand même, ça m'a secoué, je me suis dit oula. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu l'impression un petit peu de... vous voyez quand vous montez un immeuble et finalement vous voyez des craquelures sur les façades et tout ça. J'ai commencé à ressentir ça et à l'intérieur de moi ça faisait comme ça. Où je commençais à trembler, j'étais pas bien et je lui ai dit non, en fait je ne la supprimerai pas. Parce que déjà pour moi je ne la supprimerai pas, aussi pour lui je ne la supprimerai pas parce que voilà, je veux pas qu'il se sente effacé, je veux pas l'effacer tout court et non, je peux pas. Et je lui ai dit on s'appellera pour en discuter si tu veux, c'est pas grave. Et je crois que cet appel-là, ça a été l'appel le plus destructeur que j'ai pu connaître. Mais vraiment, je me souviens où je l'appelle et c'était encore dans mon ancien travail, donc pendant les vacances d'été, où je faisais de la route entre Paris et le nord pour remonter des voitures. Et je m'arrête sur une aire d'autoroute et je l'appelle et elle me dit oui voilà, je souhaiterais que tu supprimes la photo. Je dis non, je ne la supprimerai pas. Et pourquoi tu souhaites que je la supprime? Et là elle me dit finalement je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Moi, j'accepte pas ce que tu m'as dit. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et voilà, je t'ai dit ce que tu voulais entendre, mais je me rends compte que j'en suis pas prête.
Et là, les gars, je vous jure, j'ai eu un espèce... Alors, l'immeuble en moi, il s'est effondré. Il s'est effondré. L'immeuble en moi, il s'est effondré. Clairement, il s'est effondré. Et j'ai eu une espèce de boule au ventre. Mais vraiment, hein, une espèce de boule au ventre entre colère, tristesse, incompréhension, injustice, plein de sentiments négatifs en même temps. C'était d'une violence. Émotionnellement, on m'a foutu un taquet à la gorge, on m'a foutu une tacle, une claque, tout ce que tu veux. On m'a foutu à terre. Et là, je suis resté bouche bée comme ça. Voilà, et j'ai pas... Finalement, je me souviens même plus de ce que j'ai pu dire, puisque je pense que je parlais, mais dans ma tête, j'entendais plus rien. C'était le brouillard, je ne comprenais plus rien. Et je sais plus ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, bah écoute, ok, je comprends pas, mais ok, d'accord. Pas de ok. Et je pense que je lui ai dit que j'étais déçu quand même et que je comprenais pas et le pourquoi elle m'a pas dit la vérité et tout ça et bon voilà. J'ai dit bah écoute ok. Et puis elle a raccroché. Et puis là je me souviens j'étais debout en plein milieu de l'air de repos, j'étais debout comme ça, je regardais dans le vide. Et dans ma tête c'était qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, un peu j'étais pas chez moi, j'étais à l'extérieur. Hors de ma zone de confort, hors de ma zone de confiance, hors de tout. J'étais perdu, émotionnellement, j'étais en vrac. Psychologiquement, je vous en parle même pas. Et j'étais perdu. Mais quand je vous dis perdu, perdu. Et c'était, waouh. Mais j'ai trouvé ça hyper violent, en fait, de comment ça a été fait. Et voilà. Mais sur l'instant, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à rien. J'avais l'impression d'être en plein milieu de l'océan et voilà, d'être perdu. Ensuite, je reprends la route, je quitte l'aire de repos, je reprends la route dans un mauvais état, mais je reprends quand même la route et j'ai un appel de mon père. Il faut savoir aussi, petit élément de contexte, que mon père et moi, on n'a pas de grande relation non plus. Pendant les 3 premières années où je suis arrivé en France métropolitaine, il ne m'appelait pas forcément pour prendre de mes nouvelles ou quoi qu'est-ce, il ne m'appelait pas tout court. Et voilà, j'ai accepté parce que ça fait des années que c'est comme ça et voilà, on doit accepter aussi qu'à un moment donné, on a des relations très fusionnelles avec certaines personnes et d'autres où c'est un peu plus distant et la vie est comme ça. Et après l'appel de ma mère, de voir l'appel de mon père, je me dis oula, je vais passer un sale quart d'heure. Je me dis est-ce que je suis prêt pour ça? Je dis bon, ça advienne que pourra, au point où j'en suis. Il m'appelle et je me souviens aussi très très bien de cette conversation. Il me dit ça va? Je dis bah ouais. Il me dit bah c'est quoi la chose que ta mère vient de me dire là? Je lui dis bah ouais, c'est comme ça. Et il me dit mais vraiment les phrases de film, et là c'était une deuxième claque. C'était après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. T'aurais pas pu choisir autre chose qu'un homme. Et je lui ai dit mais j'aurais dû choisir quoi? Une table, une chaise, un chien, un cheval? J'ai dit non, pendant trop longtemps, j'ai tout fait pour vous faire plaisir et pour correspondre à l'image que vous souhaitiez que j'adopte, pour être la personne que vous souhaitiez que je sois. Je dis mais maintenant c'est terminé, maintenant je vis pour moi, je fais mes propres choix pour moi, je suis fier d'être qui je suis, je ne me cacherai plus jamais et c'est comme ça et pas autrement. Et il me dit bah moi ça je l'accepte pas. Je l'accepte pas et voilà, je suis déçu et je suis dégoûté. Je dis bah c'est tout. Et il me dit bon bah c'est tout, hein, peut-être un de ces jours. Hein. Je dis bah ouais, peut-être ou peut-être pas. Et à ce moment-là, je me suis senti vide. Non pas vide parce qu'on m'a enlevé quelque chose ou quoi qu'est-ce. Mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai eu l'impression d'être... si j'étais une couleur, je serais le gris. Mais vraiment vide. Émotionnellement, psychologiquement, j'étais vide. J'étais là, je conduisais. Je pensais plus à rien. La discussion là que je vous ai racontée, bon, elle était un peu plus longue, mais je me souviens pas non plus en précision de tout ce qui s'est passé. Et je me suis senti vide.
Et je me suis senti seul parce que j'étais sur la route, j'avais encore 1 heure avant d'arriver chez moi. Voilà, j'étais perdu, j'étais seul. Et mon premier réflexe, ça a été d'appeler ma marraine et de discuter avec elle, parce que je me suis dit j'ai besoin de réconfort auprès d'une personne qui sait qui je suis et qui accepte ça. Et j'ai appelé ma marraine, bon, elle n'a pas décroché, j'avais laissé un message, elle ne m'a pas rappelé, bon, il était occupé sans doute. On ne saura jamais, mais voilà, le message vocal que je lui avais laissé, c'était voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Mon père a appris que, et il a très mal réagi, il vient de m'insulter au téléphone, donc voilà, est-ce que tu pourrais me rappeler ou même l'appeler? Voilà, j'étais perdu, j'étais seul, et je suis rentré chez moi, et j'étais avec mon copain. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, hein, et lui aussi, il était perdu, mais il était en colère aussi. Je me souviens, il était en colère, et puis limite, pas qu'il m'engueulait, mais il dit « Et alors ? T'es qui tu es, c'est très bien comme ça, t'es une belle personne », et puis il m'a rassuré du mieux possible, et c'est très bien, d'ailleurs, parce que ça m'a vraiment réconforté, ça m'a rassuré aussi, mais à côté de ça, j'étais quand même vide. Je prenais ce qu'il me disait parce que ça me faisait du bien, mais j'étais quand même vide par rapport aux 2 discussions que j'avais eues dans une seule et même journée avec mes parents, ce qui n'est quand même pas rien, des appels haineux et voilà. Et j'ai eu l'impression de me déconstruire aussi, comme une impression d'un immeuble qui s'effondre ou d'un puzzle qu'on laisse tomber au sol et qui s'éclate. Et j'ai eu cette impression-là. Et j'étais détruit, concrètement. J'ai été détruit à cet instant précis. Les bienfaits quand même de mon coming out, c'est que voilà, j'avais l'impression d'être honnête avec moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même, de pouvoir me dire que je sais qui je suis, je l'affirme et j'en suis fier. Je ne me cacherai plus jamais, il en est hors de question. Et j'étais content de l'avoir fait parce que j'avais l'impression d'être enfin honnête, enfin vrai. Et j'avais cette impression d'être à l'aise partout où j'allais. C'était vraiment un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant, le fait de me dire ouais, je suis honnête, je sais qui je suis et je ne me cache pas et j'en ai pas honte. Ça a changé ma perception de mes relations amicales et de comment les gens me voyaient, en positif bien évidemment. J'avais l'impression d'être plus confiant en ma personne, plus confiant dans ma façon d'être en tant qu'artiste, plus confiant dans ma façon d'être au travail, puisque finalement j'avais enlevé ce masque, cette casquette et tout ce que j'avais pu me construire et me mettre pour me cacher. Finalement, j'avais tout enlevé et j'avais l'impression d'être honnête. Et c'était un sentiment, mais libérateur. Libérateur aussi parce que les personnes autour de moi, mis à part ce que je viens de vous raconter là par rapport à mes parents, les personnes autour de moi ont accueilli cette nouvelle, mais vraiment de façon très chaleureuse. Mes relations ont changé avec les gens, mais de façon positive. Elles se sont nettement améliorées, sont plus honnêtes, et de voir que les personnes qui m'entouraient à l'époque sont toujours des personnes qui m'entourent aujourd'hui pour une grande majorité et qui le vivent très bien. Avec mon copain, ça se passe très bien. Et voilà, j'avais cette confiance et ce côté à l'aise dans ma vie que je n'avais jamais eu auparavant. Je me dis, putain, c'est ça le bonheur. C'est ça être honnête et c'est ça être soi-même. Et pourquoi j'ai pas signé avant aussi? Donc les mois se suivent, les semaines se suivent. Pendant 3 mois, je n'ai pas appelé ma mère. On ne s'est pas appelé parce que j'avais cette colère quand même et cette tristesse en moi que je n'arrivais pas à canaliser et à calmer quand même, qui était quand même assez présente. Et je n'ai pas appelé pendant 3 mois. Et bien ce moment où finalement c'est elle qui m'appelle et où j'ai hésité à répondre, mais finalement j'ai répondu, où on a discuté, je lui ai dit ce que je lui reprochais en disant que j'aurais préféré qu'elle me dise d'emblée qu'elle ne l'accepte pas, que je lui laisse le temps et je vais vous dire autrement. Je lui ai dit, j'aurais préféré que tu me dises que tu ne l'acceptes pas, qu'il te fallait du temps et que voilà, un jour viendra où tu l'accepteras, mais voilà, il fallait que tu te fasses à l'idée aussi. Je l'aurais compris que de me dire que tu l'acceptes, que je sois content et que je me reconstruise et que tu me dises quelques jours après que tu ne l'acceptes pas. Et je lui ai dit aussi, j'étais très dur dans mes paroles, je lui ai dit que j'ai toujours pensé que tu serais la seule personne à ne jamais mentir et à être toujours honnête. Et finalement, de voir que tu me mens toi aussi, et ben ça m'a foutu un coup. Et
je n'ai plus confiance. Ça va prendre du temps, ça n'a pas pris plus de temps que ça. Le lendemain, j'avais fait confiance, allez, stop. J'étais brisé, elle aussi, elle m'a expliqué les choses. Et j'ai compris finalement le pourquoi elle a pu agir comme ça. Je le comprends, mais je ne l'accepte. Je l'ai compris, mais je ne l'acceptais pas, mais je l'ai compris. Et ouais, elle me disait que ça a été difficile pour elle, puisque elle me dit que c'était difficile pour moi parce que je te vois changer, je vois mon fils changer, j'ai peur qu'il ne soit plus le même. Et j'avais une idée de ton avenir, de comment allait être ma vie, comment allait être notre vie, et de voir que finalement j'ai certains rêves et certaines choses que je voulais vivre en tant que mère et que finalement je ne vivrais pas, et ben ça m'a fait peur, ça m'a blessé, ça m'a attristé. Et voilà, je t'ai dit les choses sur l'instant. Et j'ai compris finalement ce qu'elle voulait dire. Encore une fois, je l'ai compris, c'est pas... Je ne l'acceptais pas forcément, comme je dis, comme quoi, comme le mariage, avoir des enfants. Il me dit, ben oui, je te verrai jamais te marier et j'aurai pas de petits-enfants et tout ça. Et je dis, mais me marier, si, je me marierai. Je me marierai plus tard, avec qui, je ne sais pas. À l'époque, je disais peut-être avec mon copain actuel, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec une femme aussi, peut-être plus tard, mais ça doit être un homme, ça sera avec un homme et ça sera comme ça. Et j'ai dit, pour des enfants, j'adopterai de toute façon. Dans tous les cas, ce sera soit mon enfant... ce sera soit mon enfant naturel, on va dire ça comme ça, biologique. Ce sera soit un enfant biologique, soit j'adopterai un enfant. Mais dans tous les cas, je veux des enfants dans ma vie et ça voudra dire que tu en auras aussi. Tu seras grand-mère de toute façon. Je dis, voilà, toutes ces craintes-là, tu aurais pu me les dire auparavant. Et j'aurais pu te rassurer aussi sur certains points. Je dis, voilà, maintenant les choses ont été faites, les choses ont été dites. Et voilà, maintenant il faut qu'on aille de l'avant. On a eu cette discussion où je me souviens où j'étais quand même assez remonté et assez fermé du visage et assez froid, où ma mère elle était quand même assez triste parce que je pense qu'elle avait besoin d'être rassurée d'un certain point du fait que je ne vais pas changer, que son fils reste son fils et que je ne vais pas partir et que voilà, juste en avouant qui je suis, ça me permet d'être encore plus moi-même et voilà, ça, je ne vais pas changer non plus, bien au contraire, je vais pouvoir assumer à 100% qui je suis. Elle avait besoin d'être rassurée, mais voilà, la façon dont elle a pu dire et exprimer les choses, elle était très très maladroite. Et je pense que moi aussi, de mon côté, j'ai peut-être mes torts à certains points d'avoir réagi de la sorte, mais c'était une réaction totalement émotionnelle et sur l'instant, réaction à chaud. Et je me suis dit aussi, je m'en suis voulu d'un certain côté d'avoir réagi comme j'ai pu réagir, mais je me suis dit à un moment donné, j'ai réagi comme ça parce que je pensais les choses et je vivais les choses comme ça et voilà, basta. Et on a eu tous les deux nos torts, je pense, d'une certaine façon, mais comme je vous dis aujourd'hui, tout va très très bien, très très bien. Je suis retourné à La Réunion depuis et ça aussi c'était quelque chose de merveilleux. Où je suis retourné à La Réunion depuis, où voilà, j'ai vu qu'avec ma mère ça se passait très bien. Mon père, quand je suis retourné le voir là-bas, on n'a pas reparlé de tout ça. On a eu une entente cordiale et ça s'est très bien passé aussi, hein, je ne vais pas mentir. Je suis allé voir les différents membres de ma famille, ma grand-mère qui me disait « Je ne le connais pas encore, mais je suis pressé de le rencontrer, il faut que la prochaine fois que tu viennes, je l'emmène avec toi à La Réunion pour que je le rencontre. » Et une des choses les plus chamboulantes de tout ça, de mon coming out, c'est quand je suis retourné à La Réunion, j'ai revu mon parrain. Et tu veux quoi, toi? T'as besoin de soutien, hein? C'est Mimi. Donc j'ai revu mon parrain. Et mon parrain, c'est une personne avec qui je n'ai jamais eu de grandes relations. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, parfois on a des relations fusionnelles avec certaines personnes. Et pour d'autres, finalement, on n'a pas de relation plus que ça. Et avec mon parrain, c'était le cas. Zazou. Bon. Et j'avais pas de relation plus que ça avec lui. En allant à La Réunion, je l'ai revu. Et il m'a dit de venir chez lui et puis il m'a pris à part dans sa maison. Il m'a dit sache que je suis très fier de tout le chemin que tu as pu parcourir et surtout du fait que tu t'assumes enfin aujourd'hui. Il en est hors de question que tu continues de vivre pour les autres afin de correspondre aux images
que les gens souhaitent que tu aies et à la personne que les gens souhaitent que tu sois. Il en est hors de question. Fais-toi passer en priorité. Ceux qui sont d'accord et heureux pour toi, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, tant pis. Vis pour toi et arrête de vivre pour les autres. Et là, mon cœur a explosé, mais les gars, c'était... Oh, j'étais si heureux, c'était incroyable. Et les vacances se sont bien passées là-bas et finalement, je me suis rendu compte que tous les membres de ma famille ont bien accueilli cette nouvelle. Ma mère a fait le travail, je pense, nécessaire de son côté et a pris le temps et le recul nécessaire pour intégrer cette idée et pour pouvoir l'accepter. Et elle m'a dit une fois, bon, ton père ne te le dira pas, mais il est en train de construire un étage à la maison pour que quand tu viendras avec ton chéri à la Réunion, vous ayez votre propre espace à vous. Et ça a été touchant parce que je me suis dit pour quelqu'un avec qui je n'ai pas de grande relation fusionnelle et qui n'a pas pris la chose d'un bon œil, de voir finalement que lui aussi d'une certaine façon a fait l'effort de faire le travail sur lui et de vouloir tout faire pour que quand je vais venir avec mon copain, qu'on soit bien chez nous, et c'était hyper touchant. Et après, par rapport à mon père, je ne lui ai pas, avec le recul, je ne lui en ai pas voulu plus que ça non plus, finalement. Puisque, voilà, c'est une ancienne éducation, il y a toute une ouverture d'esprit à faire, c'est un chemin et un travail à faire. Et finalement, je n'en veux plus à personne aujourd'hui. J'en veux plus à personne, puisque, comme je l'ai dit, les choses ont été dites, les choses ont été faites. Maintenant, avec du recul, on peut comprendre les comportements et les paroles que certaines personnes ont pu avoir. Et voilà, c'est tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, en paix avec toutes les personnes qui m'entourent et avec ma famille. On s'aime tous, ça n'a pas changé, voire même plus, on s'aime encore plus aujourd'hui qu'avant. Et je suis très content d'avoir pu assumer qui je suis. Je suis très content d'être avec la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis content. Et je le dis, je suis heureux dans ma vie aujourd'hui. Mais vraiment, le coming out a été difficile. Mais je suis quand même heureux dans ma vie aujourd'hui. Pour moi, mon coming out, il a été très difficile. Quand je dis très difficile, c'est émotionnellement et psychologiquement. Puisque de voir que mes parents puissent me détester, me haïr, parce que je suis tel que je suis, ça a été très difficile pour moi. Pour certaines personnes, le coming out est d'autant plus difficile sur certains points. Il y en a qui se font mettre à la porte, il y en a qui se font tabasser, il y en a pour qui l'acceptation familiale est hyper compliquée. Et je ne dis pas que c'est moins ou plus difficile, je dis que les difficultés sont autres. Pour moi, je l'ai vécu vraiment de façon très très difficile. Encore une fois, émotionnellement et psychologiquement. Pour d'autres personnes, ça se passe très très bien et honnêtement, je suis hyper content pour les personnes pour qui le coming out se passe en toute simplicité. Ça arrive. Et je suis hyper content pour vous. Mais vraiment, c'est une chance que vous avez. Et embrassez cet événement et cet amour que vous recevez quand vous faites votre coming out et que ça se passe comme une lettre à la porte. Comme une lettre à la porte. Comme une lettre à la poste. Parle le français. Embrassez cet événement. Profitez-en vraiment. Déjà pour vous, pour que vous puissiez être honnête avec vous-même et voilà, recevoir tout l'amour que vous avez et de se dire que ouais, je suis accepté tel que je suis et ça c'est hyper cool. Et pour d'autres personnes, le coming out s'est très très mal passé et voilà, c'est pour ça que toutes nos expériences sont différentes et je trouvais ça important de vous partager mon expérience et mon ressenti du coming out puisque les coming out sont tous différents en fonction de la personne, en fonction de la culture, en fonction de la famille, en fonction de plein de choses. Et je veux que les petits garçons, les ados, les adultes et les un peu plus grands qui sont comme moi ne se sentent pas seuls si leur coming out se passe de la même façon que la mienne et pour que les autres puissent prendre conscience de comment ça peut se passer. C'est vraiment à visée préventive, explicative et informative que je vous fais cette vidéo-là. Et du coup, je me permets de vous donner des petits conseils par rapport à votre
votre futur ou votre actuel coming out. Une des choses les plus importantes, c'est faites votre coming out pour vous. Ne faites pas votre coming out parce qu'un tel vous a dit que vous étiez gay, ça serait peut-être bien de l'avouer, ou quelqu'un se pose la question de si ou le pourquoi tu ne fais pas ton coming out. Vous faites votre coming out pour vous. Vous le faites quand vous êtes prêt, quand vous en ressentez le besoin et quand vous êtes au clair avec qui vous êtes. Certaines personnes ne font pas de coming out et c'est très bien aussi parce qu'elles ne ressentent pas le besoin de faire un coming out. Et il y en a qui le font parfois par obligation et ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses parce qu'elles ressentent une telle pression qu'elles sont obligées d'avouer de façon prématurée qui ils sont et de ne pas avoir tout ce recul, cette réflexion et cette acceptation de qui ils sont. Vraiment, faites votre coming out pour vous. Ne le faites pas pour faire plaisir à tante Jeannette ou à votre pote Cyril parce qu'il vous a dit que... Non, faites toujours votre coming out pour vous. Quand viendra la période de votre coming out, le conseil que je vous donne, c'est de vous entourer, de vous assurer d'avoir un socle affectif d'amis ou de membres de votre famille qui sera présent pour vous rassurer si jamais ça se passe mal. D'avoir ces personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour expliquer comment ça s'est passé, pour décharger si ça se passe mal, pour pleurer un bon coup, pour crier, pour s'énerver et pour que ces personnes puissent vous rassurer, vous rassembler et vous permettre d'aller mieux. C'est hyper important puisque vivre un coming out qui se passe mal tout seul, c'est destructeur. Vous allez sans doute vous en remettre, ce qui est très bien, mais ça va être plus difficile et le processus va être compliqué, d'autant plus si vous êtes tout seul. Mais vraiment, assurez-vous d'avoir un certain socle qui pourra être présent pour vous et qui pourra vous assister, vous épauler, vous réconforter quand vous en aurez le besoin. Je me souviens d'une de mes profs quand j'étais dans mes premières années de fac qui disait, on était encore jeune à l'époque, elle disait que voilà, si vous voulez faire votre coming out, assurez-vous d'avoir un lieu de repli ou quelqu'un chez qui aller si jamais ça se passe mal. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, le coming out se passe mal à tel point que la famille peut mettre la personne dehors, l'exclure du domicile familial. Dans ces cas-là, c'est toujours bien d'avoir un ami ou un autre membre de votre famille qui sera en capacité de vous accueillir le temps que les choses s'apaisent et le temps que le travail auprès de votre famille se fasse. C'est toujours bien d'avoir ces personnes ressources et ces lieux ressources dans lesquels se réfugier, vers qui se tourner quand les choses se passent mal. Un autre conseil, et je pense que ça va être le dernier, en cas de doute, en cas de besoin et en cas de questionnement, vous avez plein d'associations qui existent autour de vous, qui sont en direction des personnes de la communauté queer et LGBT, vers qui vous pouvez vous tourner dans ces moments-là, dans les moments simples comme dans les moments un peu plus difficiles, vers qui vous pouvez vous tourner pour poser des questions, pour aussi essayer de trouver des personnes ressources qui pourront être présentes pour vous épauler, pour vous assister et pour vous réconforter si vous en avez le besoin et qui pourront vous orienter également si vous êtes en difficulté et si vous en êtes dans le besoin. Bon, mes petits loups, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. J'ai été content de vous parler à cœur ouvert comme je viens de le faire. Je trouvais que c'était quelque chose d'important et de nécessaire à faire pour les personnes qui ont été dans ma situation, qui le sont aujourd'hui et qui le seront aussi peut-être plus tard. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. La communauté LGBT, elle est gigantesque. On est beaucoup, de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, de toutes les morphologies, de toutes les orientations sexuelles possibles et imaginables. Vous n'êtes pas seul. Donc vous trouverez forcément quelqu'un qui sera là à votre écoute pour vous aider, vous accompagner, vous orienter et aussi vous réconforter quand vous en aurez besoin. Prenez soin de vous en tout cas et surtout, soyez fiers de qui vous êtes. Je vous embrasse fort. Et Minou aussi. Bisous.